Bonjour, bonsoir, bom dia, boa tarde, boa noite. Notre sujet aujourd'hui, c'est une stratégie qu'on peut utiliser selon notre patient, selon notre client, utiliser avec connaissance, en sachant qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que les expériences en termes d'alimentation ou de non-alimentation qui sont proposées au cours de notre vie laissent des marques. Il y a des gens qui détestent aujourd'hui manger de végétaux ou manger des choses qu'il fallait manger parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Il y a des gens qui sont habitués à manger du sucre, qui sont accros au sucre parce qu'ils ont aussi eu une mauvaise expérience dans le sens qu'ils étaient presque élevés en sucre. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile pour ces gens de se libérer du sucre. Donc, notre responsabilité en tant que professionnel de santé est de monter des escaliers de la connaissance, monter des escaliers de qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour cela, on a besoin de la biochimie. Je vais dire ça toujours. Je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste, naturopathe, spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle. Et là, c'est avec un objectif pour transformer de vie. La vôtre et celle de vos patients. Cette chaîne, elle est pour vous, professionnels de santé. Si vous êtes médecin, si vous êtes chirurgien dentiste, chiropracteur, coach sportif, naturopathe, éthiopathe, pharmacien, n'importe, vous êtes bienvenus, diététicienne, diététicien, vous tous. Dès que vous êtes préoccupé et que vous faites des interventions auprès d'une personne, vous êtes bienvenus. Et là, dans notre jeûne, dans notre sujet d'aujourd'hui, on va traiter le jeûne et on est dans la partie 3. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de regarder partie 1 et partie 2, je vous invite vivement de le faire parce qu'on a déjà discuté pas mal de sujets sur le jeûne. Et on va passer tout de suite à notre sujet, à notre thème. Notre thème, c'est jeûne, mais qu'est-ce qu'on va effectivement traiter aujourd'hui? Vem comigo. Donc, aujourd'hui, on est plutôt dans ce contexte-là. Je vous mets ici les moments forts aujourd'hui. On va parler de vieillissement et processus neurodégénératifs, évidemment, tout lié au jeûne. Jeûne et cycle de vie, la matrice de la nutrition fonctionnelle et évidemment de votre client, de votre patient. Quand jeûner, pour qui? Et je vais répondre à 10 questions qui sont les questions que mes élèves ont déjà fait et aussi dans les réseaux sociaux que je trouve tout le temps. Donc, je vais essayer de vous répondre à ces 10 questions pour que ça soit bien objectif. D'accord? On va tout de suite dans le vif du sujet parce que ici, on va avoir des éléments qui sont très importants dans cette conception de métabolisme cérébral dans la santé. Vieillissement, c'est un sujet qu'on vient de discuter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans notre projet 1929, on a eu ce sujet vieillissement. Donc, métabolisme cérébral dans la santé, le vieillissement et la neurodégénérescence. Brain Metabolism in Health, Aging and Neurodegeneration. Ça, c'est une revue, une révision, où il y a toute une explication biochimique très bien faite de ces éléments qu'on est en train de parler. Regardez avec moi calmement, il ne faut pas avoir peur de schémas. Les schémas sont là pour nous aider, ils ne sont pas là pour nous effrayer. Donc, quand vous regardez un schéma, calmement, on va regarder élément par élément. Ça ici, je vous ai mis toute la nomenclature de
Qu'est-ce que ça veut dire chaque mot? En fait, notre objectif, c'est que de plus en plus, vous soyez familiarisés avec tout ce mot. Quand j'ai dit nerf, nerf 2, nerf 1, tout ça, ça devait être des choses qui vont de petit à petit devient ordinaire pour vous. C'est ça mon objectif. OK? Et aujourd'hui, peut-être, je vais dépasser un petit peu notre temps parce qu'il faut absolument que je finisse. Et comme je parle beaucoup, alors, je vais essayer d'être bien précise. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a exercice, on a le jeûne, là, le jeûne, et on a défi intellectuel. Alors, si on a ces trois ingrédients, exercice, le jeûne et un défi intellectuel, qu'est-ce qui va se passer? On aura les réseaux d'activité neuronale, là, les réseaux d'activité neuronale et des facteurs circulants comme butyrate, ça c'est les 3-hydroxybutyrate, comme catepsine B, comme irisine. Que irisine, par exemple, c'est déjà un grand sujet. OK? Bon, n'importe, ça sont des facteurs circulants qui vont augmenter notre activité neuronale. Vous avez bien compris que quand on va travailler avec la matrice de la nutrition fonctionnelle et qu'on propose l'activité physique, qu'on propose un jeûne avec des défis intellectuels, vous voyez, vous êtes en train de travailler, d'augmenter déjà ce réseau neuronal. Les solutions, elles sont très simples. Activité physique, jeûne, défi intellectuel. Le problème, c'est que c'est simple, mais ça ne veut pas dire que les gens vont le faire. Et c'est là tout le travail qu'on va rentrer. Et ici, vous voyez un schéma avec tous ces éléments qui vont rentrer dans la cellule. On va analyser ici, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une mitochondrie, une autre mitochondrie, une autre mitochondrie. Et ça, c'est quoi? Ça sont, quand on voit ici, oh, cette dessin-là, oh, tout de suite, on sait que là, c'est notre code génétique, l'ADN. À chaque fois que vous voyez un élément comme le CREB, par exemple, un facteur de transcription, en train de rentrer dans les noyaux, vous voyez NF-kappa-B, il est en train de rentrer dans le noyau. Tout ça sont des facteurs de transcription. Parce que les facteurs de transcription, ils sont au niveau du cytosol, ils vont rentrer dans notre noyau pour activer une région de l'ADN qui va faire quoi? La transcription génétique, qui va lire, qui va s'ouvrir et faire la lecture du gène. Et à partir de là, ce ARN messager ressort, va ici, oh, vous voyez ici, oh, c'est tous les réticules endoplasmiques rugueux qui va prendre ça. Rugueux, pourquoi? Parce qu'il y a des ribosomes. Qu'est-ce que fait le ribosome? Production de protéines, qui va produire les protéines qui seront activées, qui vont d'ailleurs après au Golgi, complexe de Golgi, et qui vont avoir un effet biologique. C'est toujours pareil. Donc, il n'y a pas de raison pour avoir peur de schéma. Là, c'est qui? C'est si vous regardez ici, oh, le GLUT3. Le GLUT3, il est présent, c'est un transporteur que vous connaissez. On a 14 GLUT, mais dans nos formations, on étudie avec beaucoup de précision 7 GLUT quand même, qui sont des transporteurs. Ce sont des transporteurs qui, les GLUT3 par exemple, il est typique des neurones. OK? Donc, on va voir toute cette signalisation qui va alors avoir cette circulation, facteur de circulation qui va augmenter. Et là, je vous montre que tout ça, tous ces facteurs vont agir. Il y a des récepteurs ici au niveau de, c'est écrit ici, neurones. Vous voyez ici, oh, neurones, neurones. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué. Un neurone, si c'est un neurone, c'est normal que ce neurone ait plusieurs mitochondries. On a ici des facteurs comme GLUT3, transport de 3-hydroxybutyrate pour la signalisation, BDNF, le CREB,
Le BDNF, je ne sais pas si j'ai écrit, je ne sais pas, je suis en train de chercher là, non, je crois que je n'ai pas écrit. Donc, vous pouvez noter, c'est le facteur neurotrophique issu du cerveau. Ok, un facteur neurotrophique. Trophie, ça veut dire ami de, qui est attiré par. Donc, neurotrophique, ça veut dire un facteur de neuronal qui adore les neurones, qui est issu du cerveau. C'est ça le BDNF. Ok? Et le CREB est une réponse du AMP cyclique. Vous voyez ici, CAMK, qui est tout ça, tout ce voie métabolique vont nous amener à ce CREB qui va activer des médiateurs mitochondriaux. Ça va, tout ce facteur-là que vous voyez bien, vont stimuler la biogénèse mitochondriale. C'est pas compliqué. Et cette stimulation de la biogénèse mitochondriale, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Regardez ici avec moi. Plasticité synaptique, développement de l'apprentissage de la mémoire, résistance au stress et dégénération. Donc, quelque chose qui paraissait hyper compliqué, en fait, c'est pas du tout compliqué. Vous avez compris. Je ne vais pas répéter, sinon on va perdre trop de temps. Mais ici, c'est une façon de savoir le mécanisme que l'activité physique, les jeunes et les défis intellectuels, comment ils vont agir au niveau biochimique. Évidemment, on aurait besoin de passer beaucoup plus de temps ici, parce qu'il y a sirtuine qu'on peut discuter, les nerfs qui est un facteur antioxydant, les PPARs, les BDNF. Enfin, tout ça sont des médiateurs qui vont stimuler cette biogénèse mitochondriale. Donc, vous voyez que même en étant plus âgé, on sait que le vieillissement va commencer à partir de 26 ans, on a quand même des solutions à proposer. Elles sont là, les solutions. Elles sont là-haut. Qui en fait, elles sont là-haut, mais elles sont dans nos racines de la matrice mitochondriale. Je trouve ça hyper beau, hyper génial. Et la conclusion, les jeunes stratégies hormétiques, on a déjà parlé de l'hormèse, est un activateur de la biogénèse mitochondriale. Alors, la grande question est que, normalement, on mémorise ça. Les jeunes vont augmenter les mitochondries. Le problème, c'est que jamais la personne ne sait comment. Ça mérite une carte mentale. Si vous voulez expliquer une carte mentale simple, simplifiée, vous allez dire à votre patient, « Ah, mais ma mémoire, je me rappelle de rien. » Il va vous dire ça dans le quotidien. Dans votre quotidien du cabinet. Je me rappelle de plus rien, ma mémoire est en train de finir. Et là, vous allez dire, écoutez, on va commencer par augmenter notre activité physique, on va faire un plan alimentaire avec le... Enfin, vous allez proposer une solution. Mais quand vous proposez la solution, il faut lui expliquer le pourquoi je suis en train de vous expliquer. C'est totalement différent de présenter, comme je vois beaucoup, une formation où je vous dis tout simplement que activité physique jeune et défis intellectuels vont promouvoir cette activation de la biogénèse mitochondriale. Évidemment que quand on parle de biogénèse mitochondriale, on est en train de parler de quoi? On est en train de prévenir ou d'aider maladie d'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Huntington. Maladie de Huntington est une affection neurodégénérative du système nerveux central très rare. D'ailleurs, beaucoup disent qu'elle est liée à l'héréditalité. Donc, ça veut dire que la personne, elle a le gène, mais ce gène est en silence. Comment on peut maintenir ce gène en silence? C'est ça le but du jeu. Donc, quand vous dites qu'un problème héréditaire, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, non. Parce qu'on peut faire que ce gène soit toujours en silence. En silence. Pour ça, j'ai besoin aussi d'une bonne méthylation. Pour avoir une bonne méthylation, j'ai besoin de B12, de B9, une baisse de ma homocystéine, n'est-ce pas? Je ne peux pas avoir hyperhomocystéinémie, etc., etc. Anxiété, dépression. Donc, on va dire, avant de donner un médicament allopathique, avant de proposer
Je ne sais pas combien de plantes, combien de choses qu'on propose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de commencer par un changement du mode de vie de votre client ou de votre patient? C'est ça l'objectif de la nutrition fonctionnelle. Elle prend comme principe de base, tout simplement, l'alimentation, la micro et la macro-alimentation et tout ce qui vient avec. Donc, vous savez, vous comprenez que les cerveaux et le cœur cardiovasculaire, ils marchent toujours ensemble. Est-ce que vous comprenez que c'est complètement différent du médicament? Parce que quand vous prenez un médicament pour le cœur, vous pouvez endommager le cerveau. Quand vous prenez un médicament pour le cerveau, vous pouvez endommager le cœur. Mais là, non. Là, les stratégies, même en micronutrition, même avec la supplémentation que nous, en nutrition fonctionnelle, on va proposer, le cœur et le cerveau vont marcher ensemble vers la vitalité positive. Et là, un mot de plus avec cet article qui est « Les jeûnes d'un jour sur deux améliorent le marqueur physiologique et moléculaire du vieillissement chez les humains sains et non obèses. » Sains et non obèses. Je voudrais quand même attirer votre attention qu'ici, les jeûnes d'un jour sur deux, c'est un jeûne qu'il y a tout simplement une fenêtre temporale. Il y a une diminution de la fenêtre du temps. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ce cas-là, on n'est pas préoccupé à faire une restriction calorique. Vous comprenez? Parce que les gens, ils mélangent jeûne intermittent avec jeûne intermittent plus restriction calorique. Ce sont des choses différentes. OK? Et là, cette étude, il y avait 30 sujets. Ils ont proposé jeûne un jour sur deux pendant à peu près 6 mois. Et 60 sujets, 4 semaines de jeûne, un mois de jeûne, en alternance pendant 4 semaines. Tous ces gens-là, ils avaient entre 48 et 50 ans. 0 calories pour jour 1 et à volonté le lendemain. Est-ce que vous avez compris? C'est 2 jours de jeûne intermittent où un jour, la personne ne mange rien, 0. Et l'autre jour, la personne va manger à volonté. Ce n'est pas du tout une restriction calorique. Alors, les individus n'ont pas pu compenser les déficits énergétiques. Ça que je trouve quand même intéressant. Pourquoi? Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on va imaginer que la personne, elle, normalement, dans une journée, elle mange 2000 calories. Donc, la proposition, c'était que le jour 1, elle sera à 0 calories et le lendemain, elle va probablement compenser. Et qu'est-ce que les études montrent? Que la personne, elle n'était pas capable de manger 4000 calories, qui même dans un système à volonté, les gens ont mangé, il y a une diminution des apports énergétiques de 38%. OK? Donc ça, c'est intéressant. Et deuxième point, pas de changement du taux métabolique basal. Donc, je vous avais dit d'avoir l'esprit ouvert. On a beaucoup parlé que quand on ne mange rien, on avait cette croyance. Qu'est-ce qui va se passer? Le taux métabolique basal va baisser. Et moi-même, je disais ça. Et une fois que la personne va remanger, le taux métabolique sera trop bas et donc elle peut même gagner du poids. La question, c'est que ça, c'est vrai à long terme. Mais là, c'est ça l'intéressant du jeûne intermittent. Je suis un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Je ne suis pas 15 jours non. OK? Et donc, ils ont observé qu'il n'y avait pas, dans le cas de jeûne intermittent proposé comme ça, de changement du taux métabolique basal. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, vous n'avez pas à craindre que vous allez endommager le métabolisme de votre patient.
il ne va pas dépenser moins de calories, mais il va consommer moins de calories. L'idée, elle est là. Mais avant, on croyait que ça pourrait arriver. Et spécialement, alors, je parle de jeûne intermittent 1 jour sur 2, ok? Amélioration du profil lipidique, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et du score de Framingham en 4 semaines. Donc, vous voyez bien que en 4 semaines, 1 mois, on a déjà eu de différents marqueurs biologiques qui ont changé. Profil lipidique, tout ce qui est LDL, HDL et compagnie. Là, on peut inclure ApoA, ApoB, que les gens ne parlent pas. Ils parlent de profil lipidique classique. Mais il y a ApoA, ApoB. On peut avoir des différences sur quelques éléments comme du profil lipidique, je parle LDL oxydé, ok, anticorps anti-LDL oxydé. Tout ça fait partie du profil lipidique. Pression artérielle, fréquence cardiaque, ok? Donc ça, c'est trop bien. Augmentation du bêta-hydroxybutyrate. Vous savez que cette molécule, elle est produite lors d'un jeûne, d'une restriction calorique ou d'un régime cétogène. Attention, cétogène et jeûne intermittent sont 2 propositions différentes qui peuvent s'unir, qui peuvent être dans une proposition d'un plan alimentaire. Mais on peut faire jeûne intermittent sans cétogénèse. On est d'accord. Jeûne intermittent et santé métabolique humaine. Là, je fais un petit parenthèse pour revenir à l'idée que attention à la définition de jeûne intermittent, attention à l'attention de jeûne intermittent avec restriction calorique, attention à jeûne intermittent 12 heures, 16 heures, 24 heures, attention à jeûne intermittent et d'autres régimes cétogéniques et d'autres, attention à jeûne intermittent et restriction calorique. Donc, vous voyez que la chose, elle est beaucoup plus complexe qu'il paraît. Donc, ne soyez pas dans cet état-là. La nutrition fonctionnelle, elle vient exactement changer cet status quo, que c'est la personne ou le professionnel, soit médecin, soit coach sportif, n'importe, qui s'enferme dans une vision et qui ne sort pas de cette vision. Une des visions que je voudrais vous parler et que je trouve très important, qui a un rapport avec tout ça, c'est votre propos en tant que professionnel de santé. Je écoute parmi mes élèves beaucoup de phrases comme ça. Elisa, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça parce que je suis coach sportif? Ou est-ce que ce ne serait pas plus sensé de savoir seulement jusqu'à là? Vous plaisantez? Évidemment qu'il va falloir sortir de cette vision limitante. Vous avez besoin de connaissances pour grandir professionnellement, pour sortir du lot, pour devenir spécial aux yeux de votre client, de votre patient. Pour ça, il y a plusieurs choses. C'est pas simple, je n'ai pas dit que c'est simple. Vous avez besoin de savoir qui êtes-vous? Quel est votre propos? Où vous voulez aller? Comment vous communiquez avec votre client? C'est comme ça? Est-ce que vous écoutez? Et là, comment vous allez agir? Donc, vous voyez bien que parmi ces 5 possibilités de maman, il y a un chemin à faire. Qui suis-je? Où je vais aller? Comment je me communique avec le monde et avec mon client ou avec mon patient? Est-ce que j'ai établi avec lui une alliance thérapeutique? Est-ce que j'écoute l'autre? Et là, je vais agir. Normalement, qu'est-ce qu'on voit? La personne, elle commence à agir, elle n'écoute pas, elle ne établit aucune alliance thérapeutique avec son patient ou avec son client, elle ne sait pas du tout où elle va, elle n'a pas un propos professionnel clair, net, et elle ne sait pas qui elle est. Et c'est pour ça qu'on ne grandit pas professionnellement.
J'ai pris beaucoup d'années pour comprendre tout ça. Et c'est pour ça que je suis là, pour partager avec vous mes années d'expérience. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai eu mon diplôme de dentiste en 1985. Donc, j'ai pris pas mal d'années pour comprendre, parce que je faisais beaucoup de choses intuitivement. Et à un moment donné, j'avais beaucoup de patients et je commençais à me questionner pourquoi j'ai autant de patients en France, en étant étrangère, avec mon accent. On ne pouvait pas exercer en tant que chirurgien dentiste et j'avais de tonnes de patients. Pourquoi? Et c'est à partir de ce travail, en train de travailler dans le labo, en train de donner des cours, et vous-même, avec votre gentillesse, de m'aider à dire « Élise, ça je comprends »,« Elisa, ça je ne comprends pas ». J'ai ici, parmi vous, deux élèves qui faisaient partie de mon périple quand j'étais partout en France en train de faire des cours. Il y en a là, qui sont là, aujourd'hui, là. Et ils savent très bien que je dois beaucoup à eux, parce que eux, ils m'ont donné toutes les douleurs, les difficultés du professionnel de santé. Et en parlant de ça, cet article va conclure que les jeûnes intermittents, il n'est pas seul. Ces jeûnes intermittents, il doit être travaillé avec d'autres stratégies. Première stratégie, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, l'hydratation, le mode de vie de ce patient. Et là, je vais inclure là le regard de la vie de le patient, des facteurs mentaux, émotionnels et même spirituels. Quand je parle de spirituel, je ne parle pas du tout de religion. Je parle de propos. Quel est votre propos existentiel? Pourquoi vous êtes là dans ce monde? Et il y a aussi cette relation avec notre horloge circadien et aussi, surtout, une relation avec notre microbiote intestinal. La diversité, partir d'une dysbiose et aller vers une éobiose. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Elisa? Je veux dire que le jeûne n'est pas une stratégie, solution de tout. Et parfois, elle n'est pas psychiquement recommandée à certaines personnes. Je vous ai parlé, par exemple, de gens, et spécialement les femmes, qui ont des envies subites et incontrôlables de manger. Je ne parle pas d'anxiété. Je vous ai parlé de ça. Mais il y a des stratégies comme traiter l'assimilation, les neuroassimilation, traiter les aspects modifiables qui vont permettre la régulation métabolique. C'est pour ça que notre titre, c'était « Jeûne, métabolisme ». Réguler quoi? L'inflammation, l'insuline, une hormone essentielle qui doit être régulée, les lipides, ça veut dire le métabolisme lipidique, et les hormones sexuelles. Et là, qu'est-ce qui va faire comme effet? On aura une diminution, une conséquence positive sur l'obésité, sur le diabète, sur les cancers, sur les maladies cardiovasculaires, sur les altérations psychiques, sur les dégénérations neurologiques. Mais donc, on va faire un résumé pour vous. Et là, ça mérite aussi. Ça, c'est une super carte que vous pouvez faire chez vous. Chez vous, comment? Vous faites cette carte, vous mettez jeûne intermittent et là, vous pouvez ici spécifier mieux pour votre patient ou votre client ces éléments-là et faire une carte mentale vous-même avec votre main pour montrer à votre client. Vous mettez ça dans un plastique bien fait, mais qu'il voit que ça a été fait avec votre main. C'est très important. Quels sont alors les jeûnes et ses actions? Vous voyez que ici, il y a le cerveau. Ici, nous avons le cœur, le muscle, le foie. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ici, on va voir amélioration de la synapse cérébrale, plasticité, cognition. On va améliorer la neurogénèse, va réduire l'inflammation. Là, je parle du cerveau. Et on va augmenter l'autophagie. Il n'y a rien de mieux.
Et si on parle maintenant de notre santé, là, on est en train de voyager sur différents systèmes de la matrice d'ailleurs. Amélioration de la santé cardiaque. Là, on est au niveau du nœud qu'on appelle le nœud transport. Diminution de la fréquence resting heart rate, de la fréquence cardiaque de repos. Plus on a une diminution, ça veut dire que vous avez plus de santé. On a une augmentation de la variabilité de la fréquence et on a une diminution de la pression artérielle. Et si on voyage maintenant au niveau de tout ce qui est insuline, métabolisme glucidique, glucose, insuline, leptine, cholestérol total, CRP, TNF-alpha, interleuquina 6, markers of oxidative stress, ou seja, marqueurs biologiques du stress oxidatif, comme LDL oxydé, par exemple, comme phénotype du type A, type B, IGF-1, tout va changer dans un sens d'augmenter ou diminuer, qui parfois il faut diminuer, comme par exemple CRP, interleuquina 6, pour arriver à la vitalité positive. Si on parle au niveau hépatique, qu'est-ce qu'on aura? Santé hépatique. Et là, on est dans quel nœud? Dans le nœud biotransformation. Vous savez qu'ici, c'est le cœur de la détoxification avec notre phase 1, phase 2, qu'on peut dire même élimination, phase 3. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Augmentation de la sensibilité à l'insuline et une production, parfois, parce que là, il dit jeûne, de corps cétonique, qui est très intéressant aussi. Au niveau des muscles squelettiques, qu'est-ce qu'on aura? Augmentation de la sensibilité de l'insuline et augmentation aussi de l'autophagie. Et au niveau des tissus adipeux, une mobilisation, lipolyse de nos adipocytes, des acides gras, des triglycérides, qui seront finalement utilisés dans la bêta-oxydation pour former le fameux ATP. Et réduction de l'inflammation. Je répète que toute cette merveille ne vient pas seule. C'est pas que le jeûne. Ne proposez pas un jeûne tout simplement à quelqu'un que ça va pas marcher. Vous avez besoin d'autres stratégies. Vous avez besoin aussi d'apprendre à mettre votre client ou votre patient au milieu de la matrice de la nutrition fonctionnelle. Parce que c'est elle qui est votre boussole. C'est elle qui va lui donner, qui me donne le nord. Quel est le traitement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les liaisons? C'est ça la réponse, la vraie réponse. Et quand je parle de jeûne et cycle de la vie, ça c'est une observation en fait. A time to fast, le temps de jeûner, le temps de jeûner. Donc ça c'est un article très intéressant, parce que remarquez qu'est-ce que l'auteur va nous montrer, que notre vie, notre journée, tout elle est faite de cycles. On a ici, dans notre cycle, on va voir, je vais commencer par ici, anabolisme. D'ailleurs, on va voir catabolisme et anabolisme, n'est-ce pas? On va avoir ATP, AMP, AMP, ATP. On va avoir gluconéogenèse, besoin de glucose, et lipolyse. On va avoir lipolyse versus adipogénèse. Lipolyse, lyse, casser le lipide, versus adipogénèse. Gluconéogenèse, gluconéogenèse ou néoglucogénèse versus lipolyse. On va avoir jour et nuit. Et donc, on va avoir jeûne et état alimentaire. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que si il y a jour et nuit, ATP, AMP, catabolisme, anabolisme, état alimentaire et jeûne, ça veut dire que le jeûne, ça fait partie. C'est un état physiologique. Je ne suis pas en train d'inventer ou d'agresser mon corps. Ce que je suis en train de faire, c'est de mettre le pendule à l'heure. Ça fait partie de l'être humain
le fasting, le jeûne. N'oublions pas cette conception de la toile d'interconnexion métabolique. Cette toile d'interconnexion métabolique fait partie de la nutrition fonctionnelle. C'est une toile parce que tout est lié et tout est lié, mais tout ça va venir après cette étude de cette toile des interconnexions métaboliques, va venir après le gène, les habitudes de la personne. Ça veut dire ici sont les antécédents génétiques, antécédents, habitudes épigénétiques, le régime alimentaire de la personne aujourd'hui. Les déclencheurs, qu'est-ce qui a déclenché cet état inflammatoire? Qu'est-ce qui a déclenché cette maladie chez cette personne? Qu'est-ce qui a déclenché cette dépression? Qu'est-ce qui a déclenché ce problème de peau? Qu'est-ce qui a déclenché ce problème d'haleine? Qu'est-ce qui a déclenché ce problème au niveau intestinal? Qu'est-ce qui a déclenché le gain de poids? C'est là la quête. C'est ça votre travail. Vous, en tant que médecin, vous aurez la responsabilité de connaître ça. Vous, coach sportif, vous aussi. Parce que, mon Dieu, cette personne, elle est chez vous pour changer, partir de A et devenir B. N'importe quel est votre métier. Une personne qui a beaucoup de caries et qui va chez le dentiste, le problème, c'est que le dentiste, comme je suis dentiste, je peux vous dire avec sans scrupule, le dentiste, il cherche quoi? À tout simplement traiter la carie. Mais la question n'est pas là. C'est pourquoi cette personne, elle a autant de caries ou pourquoi elle a eu même une carie. C'est là la question. Pourquoi elle a une maladie parodontale? Et donc, la réponse aujourd'hui, bateau, est « Ah, parce que son père a eu... » Parce que sa mère a eu, ok, donc il n'y a rien à faire, quoi. On laisse la personne perdre tous ses dents par maladie parodontale. C'est ça le truc. Je laisse l'enfant qui a beaucoup de caries, qui a caries rampantes, de détruire tous les mailles de sa bouche et qui après, il va perdre tout ce dent et en perdant le dent, il n'y aura pas une bonne mastication et en n'ayant pas une bonne mastication, il va avoir des problèmes intestinaux, des problèmes d'assimilation qui va encore aller à d'autres problèmes plus tard. Le problème, c'est que tout est plus tard. Tout est un processus. Un processus est une escalade lente et silencieuse. Lente et silencieuse. La question est que cette escalade lente et silencieuse, elle peut aller vers la vitalité positive parce que vous avez une alimentation adaptée à votre type de personne, oui. Vous faites de l'activité physique, oui, mais vous ne voyez pas un résultat demain matin. Pourquoi? Parce que c'est une modification silencieuse et chronique pour la vitalité et pour le contraire aussi, pour la maladie. Donc, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de convaincre et même de vous convaincre que tout ce qu'on fait tous les jours, c'est une escalade lente et progressive qui peut aller vers la vitalité comme peut aller vers la maladie, sauf qu'il n'y a pas un boom du jour au lendemain. Et donc, je sens rien, tout va bien chez moi, je continue à être sédentaire, je continue à fumer, je continue à avoir mon big ventre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui se passe, je me sens très bien, jusqu'au moment que ça va exploser. Et le contraire, c'est pareil. Des personnes qui ont investi, elles vont après faire la cueillette de tout ça. La même chose par rapport à vos études, à votre investissement. Mon Dieu, ça fait des années que j'ai étudié. J'ai étudié aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain. Mais il faut étudier avec méthodologie. Il faut savoir étudier. C'est pas faire du n'importe quoi. Parce que sinon, vous êtes de la même chose. Vous allez arriver nulle part. Vous n'allez pas avoir les objectifs scomptés. Les objectifs de vos rêves. Et vous savez une chose, votre rêve, il n'y a que vous qui rêve de votre rêve.
Les autres, ils s'en fichent. La seule personne qui peut rêver votre rêve, c'est vous-même. Il faut commencer à investir tout de suite. C'est pour cela qu'on travaille tous ces éléments qui sont ici dans notre matrice, dans notre toile d'interconnexion métabolique. Je vous montre plusieurs modèles. Je montre ce modèle-là de la toile d'araignée. Il y a le modèle en carré. Il y a le modèle de l'arbre. Tous ces plusieurs métaphores pour vous faire comprendre les choses. Assimilation, énergie. Donc, ce que je suis en train de vous montrer maintenant, c'est on va faire une liaison du jeûne avec la matrice de la nutrition fonctionnelle. Donc, en termes d'assimilation, qu'est-ce qu'on a déjà vu en termes d'assimilation? Que ça améliore le microbiome. En termes énergétiques, réduction du stress oxydatif, augmentation du pool mitochondrial. On vient de voir ça. On vient de voir. Défense et réparation. Si on diminue le stress oxydatif, réduction de l'inflammation et vice-versa. Biotransformation, protection hépatique, détoxification. Si on parle de notre sujet de l'autre jour, le transport, on améliore le profil lipidique. Je viens de vous montrer des exemples. La fréquence cardiaque, la pression artérielle. Si on parle de communication, qu'est-ce que c'est communication? C'est comment le corps se communique au travers des hormones et neurotransmetteurs et facteurs immunologiques. Donc, communication améliore la fonction cérébrale, améliore la plasticité. Si on parle d'intégrité structurelle, améliore la santé musculaire. On vient de voir ça. Et il ne faut pas oublier l'influence qu'il y aura sur la partie mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est fantastique. Est-ce que vous comprenez la situation? Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous trouvez ça utile? Quand jeûner, quand vous voulez améliorer un profil cardiovasculaire, vous voulez améliorer le profil métabolique lié aux maladies chroniques, vous voulez améliorer la neuroplasticité, maladies neurodégénératives, mémoire et compagnie, vous voulez améliorer la condition hépatique, vous voulez améliorer le microbiome, qui c'est le départ de tout, microbiome. Microbiome sont tous les microbiotes, microbiote intestinal, microbiote vaginal, microbiote anal, tous les microbiotes. Vous voulez avoir la flexibilité métabolique, vous voulez réduire l'inflammation, améliorer la condition en diminuant cette inflammation. Vous voulez améliorer le pool mitochondrial pour avoir une meilleure réponse hormonale. Et la perte de poids, attention, attention, la perte de poids, elle est liée au jeûne, mais avec des objectifs très clairs. C'est pas tout simplement un jeûne, c'est un jeûne intermittent associé à une fenêtre temporelle, oui, mais associé à restriction calorique. Donc, vous voyez bien que c'est un peu, quand on va jouer la cétogénèse, il faut voir la définition correcte de cétogénèse. OK? Ça, on va discuter de ça. Le jeûne, c'est pour tous les êtres humains parce que le jeûne de 12 heures, il est physiologique. Il fait partie de la vie. Vous comprenez ça? Il est une stratégie viable pour tout le monde. Parce que on dort et on se réveille. Et entre dormir et se réveiller, c'est le jeûne. Voilà. Sauf qu'il y a des personnes qui vont manger à minuit, vont se réveiller à 4 heures pour manger, et donc il n'y a pas de jeûne là. Là, c'est un chamboulement métabolique complet. OK? Attention à cette question de perte de poids. Regardez le titre de cet article. Je vais vous mettre la traduction. Effet d'une alimentation. Et là, j'ai mis en rouge parce que je vous donne déjà la réponse.
limité dans le temps. C'est écrit en anglais là. Effects of time-restricted eating on weight loss and other metabolic parameters in women and men. OK? Overweight and obesity. Effet d'une alimentation, attention, limitée dans le temps sur la perte de poids et d'autres paramètres métaboliques chez les femmes et les hommes souffrant d'embonpoint et d'obésité, de surpoids en fait. L'essai clinique randomisé. J'ai vu une personne en train de présenter cet article comme ça avec la phrase suivante. Le jeûne intermittent ne sert à rien pour la perte de poids. Et là, il montre ça. Mais attention, cet article, il faut savoir analyser les articles. C'est une alimentation limitée dans le temps. C'est pas une alimentation avec restriction calorique. C'est que dans le temps. Et on sait qu'il y aura, avec cette alimentation, selon quelques études, qu'une alimentation limitée dans le temps, il y aura quand même une diminution de 20-30%. Mais peut-être, ça, c'est pas du tout suffisant pour quelqu'un perdre du poids parce que c'est pas la seule stratégie. On est d'accord? Alors, cet article, il va nous présenter la situation suivante. Parce que une fois que j'ai écouté ça, je suis allée chercher l'article pour vous présenter. Alors, l'objectif de cet article était: quel est l'effet d'une alimentation limitée dans le temps sur la perte de poids et la santé métabolique chez les patients en surpoids et obèses? C'est pas moi qui dis ça. Il y a là écrit objective. Vous voyez là, objective. C'est l'objectif de l'article. Bon, cet essai clinique randomisé, donc c'est déjà pas mal, 116 adultes de 12 semaines, donc ça fait à peu près 3 mois, incluant des hommes et des femmes âgés de 18 à 64 ans, avec un indice de masse corporelle, un IMC, de 27 à 43. Donc, c'est une étude quand même hyper intéressante. Il a été mené sur une application d'études mobiles personnalisées. Les gens qui ont participé de cette étude utilisaient leur portable. Application au niveau de mobile, du portable. OK? Et c'était la proposition, une alimentation limitée dans le temps. Elle était associée à une légère diminution, 1,17% du poids, qui, on est d'accord, n'était pas significativement différente de la diminution de les groupes témoins. Donc, il y avait un groupe qui a fait cette restriction et d'autres groupes qui n'ont pas fait la restriction. Et la différence, c'était de 1,17% du poids de moins. C'est pas significatif. La question est que cette étude considère seulement une alimentation limitée dans le temps et elle laisse les gens libres de manger. OK? Alimentation limitée dans le temps en l'absence d'autres interventions n'est pas plus efficace pour perdre du poids que de manger tout au long de la journée. OK, est-ce que c'est clair pour vous? Donc, l'alimentation limitée dans le temps est un protocole du jeûne intermittent, un protocole, une façon de faire du jeûne intermittent, impliquant des périodes de jeûne, de restriction de temps dans le cycle de 24 heures. Elle ne fait pas une diminution, une restriction calorique. Allons-nous à notre question-réponse. Donc, je vous ai préparé quelques questions que je pense que vous aurez me poser. OK? Peut-on jeûner avec un IMC de 19 sans perdre de masse musculaire? Je pense que quelqu'un a demandé ça. Parce que, Elisa, vous avez donné tous les avantages du jeûne. Mais vous n'avez pas parlé, je me suis pas fixée sur la perte de poids. Vous avez bien compris ça. On a même pu faire une carte mentale avec, vous vous rappelez, les cerveaux, le foie, le muscle, les adipocytes. Vous vous rappelez de ça? Donc, ce n'est pas une question de perte de poids. Comment on peut faire ça? Ben, on va compenser les calories adéquates, adéquation de la densité nutritionnelle
et calorique. Cette personne-là, elle a besoin d'aide professionnelle. Donc, il y a des professionnels qui connaissent la différence entre densité nutritionnelle et densité calorique. Et là, elle va manger correctement par rapport à une activité physique qu'on va aussi faire une croissance musculaire. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une stratégie. Il y a développement de la masse musculaire, c'est hyper important pour un IMC de 19. Il y a une augmentation de la densité nutritionnelle. Ça n'empêche pas de faire un jeûne. Recommandez-vous le jeûne pendant l'activité physique? Je change de sujet là. Hein? Y a-t-il une perte de masse musculaire ou non? Ça sont les questions que les gens se posent fréquemment. Alors, recommandez-vous le jeûne pendant l'activité physique? Oui. Oui. Toujours pratiquer le jeûne en règle générale pour la santé parce que n'oubliez pas les mitochondries. À qui recommander l'activité physique? À qui on va recommander cette activité physique? À tout le monde. Ça dépend du type d'activité physique. Mais à qui on peut recommander, par exemple, une activité physique sans jeûne? Un physioculturiste, un bodybuilder. Un bodybuilder, on n'a aucun intérêt de faire le jeûne avec l'activité physique parce que c'est un bodybuilder, c'est une condition exceptionnelle. Mais le jeûne avec activité physique, vous vous rappelez, il va agir au niveau des GLUT3, il va agir au niveau de plusieurs BNDF. On a montré le mécanisme. Vous avez vu le mécanisme, n'est-ce pas? Question numéro 3. Comment procéder avec des patients qui arrivent déjà avec beaucoup de restrictions caloriques en plateau? Je m'explique. Ça arrive toujours dans nos cabinets. La personne, elle a déjà une restriction calorique et elle est en plateau, ok? Comment on fait? Un plateau, ça veut dire elle ne perd plus de poids. Plateau. Alors, on va, écoutez bien, augmenter l'ingestion calorique du jour 1 et diminuer du jour 2. Et on va créer cette nouveauté biochimique, cette nouveauté pour le corps qu'il va redevenir fonctionnel. Donc, c'est augmenter, diminuer, augmenter, diminuer, augmenter, diminuer. Question numéro 4. Les personnes souffrant de troubles anxieux peuvent-elles jeûner? Alors, non seulement, oui, comme ça va améliorer le problème. C'est différent, complètement différent de ceux qui ont compulsion alimentaire. Compulsion alimentaire, je ne commencerai pas par le jeûne, absolument pas. C'est le binding eating. La personne, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Il y a d'autres stratégies psychiques qui on va commencer et on ne va pas proposer un jeûne à une personne qui a compulsion alimentaire, qui est complètement différent à la situation de la personne qui est anxieuse. On comprend bien. Il y a des gens qui sont anxieux, ils arrêtent de manger. Il y a des gens qui sont anxieux qui mangent normalement. Ils ne vont pas avoir une compulsion alimentaire. OK? Ça, il faut étudier aussi la définition de mot compulsion alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Parce que parfois, on mélange tout ça aussi. Et quels sont les meilleurs composés phytochimiques à ingérer pendant le jeûne? J'adore cette question. Il n'existe pas de meilleurs composés phytochimiques à ingérer pendant le jeûne. Ce qui existe, c'est de mettre une personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, étudier tous les systèmes biologiques, changer son alimentation, voir quels sont les déficits effectivement qu'elle a et indépendant du jeûne, vous pouvez faire une supplémentation. Mais vous n'allez pas faire un jeûne d'une personne qui a un complet déficit nutritionnel. Vous avez bien compris.
C'est pas que c'est une contre-indication, parce que le jeûne intermittent, vous pouvez donner, vous pouvez compenser par l'alimentation. Vous pouvez évidemment donner du bêta-carotène à quelqu'un qui est en jeûne intermittent. Évidemment. Vous comprenez la situation? Donc, il n'existe pas du tout de meilleurs composés phytochimiques pendant le jeûne. Le jeûne fait partie de notre vie. On commence par 12 heures, on peut aller à 16 heures, on peut aller... Alors, pourquoi je vais faire un jeûne de 16 heures? Il doit avoir une raison. Sinon, je reste, je suis bien, je suis en équilibre, je ne vais pas faire un jeûne de 16 heures pour rien. OK? Mais en tant que prévention, normalement, jeûne, c'est de 12 heures. Tout le monde devrait faire ça. Je répète la question, quels sont les meilleurs composés phytochimiques? Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de meilleurs composés phytochimiques pour le jeûne. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est d'étudier, analyser sous le point de vue nutritionnel votre client. Et ce n'est pas parce qu'il fait un jeûne qu'il va avoir une diminution de la qualité nutritionnelle. Vous comprenez ça? Vous comprenez bien? Et donc, vous allez voir quels sont les déficits de ce client. Vous allez donner l'alimentation qu'il faut. Si on peut arriver même à faire une supplémentation, mais ça sera séparément, rien à voir avec le jeûne. Vous pouvez instaurer votre jeûne et faire une supplémentation. Pas parce que vous faites un jeûne, mais parce que vous avez bien étudié les composés, les différents aspects du système biologique de cette personne. Et la conclusion, votre diagnostic nutritionnel, c'est qu'effectivement, elle a besoin d'une supplémentation. OK? Et comme je vous ai dit, l'idéal, c'est que nous tous, on fasse 12 heures de jeûne parce que ça, c'est physiologique. On va partir à 16 heures. On va partir. Si on a des décompensations, des déséquilibres, qui ne sera jamais une stratégie toute seule avec d'autres éléments pour solutionner un problème. On continue notre questionnaire. Quelle est l'importance de la cétose dans le jeûne? Attention, on a cétose. Qu'est-ce que c'est la cétose? La cétose, on va faire 0 à 50 grammes de glucides nets par jour, dans un régime à peu près de 2000 calories. Un exemple. Donc, cétose, on va produire de corps cétonique. La vraie cétose, on sera à 60% de matière grasse. On sera à 30% de protéines. Et on sera à 5 à 10% de glucides. Ça, c'est le vrai cétose. Ce cétose, il y a énormément d'études. Mais la cétose, on sait qu'elle a aujourd'hui des moments qu'il faut utiliser la cétose pour des altérations, pour des troubles très précis. Ça, c'est une histoire. Après, vous pouvez associer cétose, mais ça sera une cétose pas avec 60% de matière grasse. Là, vous êtes obligé d'augmenter votre ratio de protéines avec le jeûne intermittent. Une stratégie pour la perte de poids. Est-ce que Lisa, vous utilisez ça? Moi, je n'utilise pas ça pour la perte de poids. Non. J'utilise le jeûne pas pour la perte de poids. J'utilise le jeûne pour améliorer tous les paramètres de la personne et par conséquent, elle va perdre du poids. Ce sont des choses complètement différentes. Et évidemment, être en cétose, c'est un état métabolique où le corps va puiser son énergie dans les graisses grâce au corps cétonique, à la production de corps cétonique. Est-ce que c'est facile de rentrer en cétose? Non. Il y a de différences biochimiques où il y a des personnes qui vont être hyper difficiles de rentrer en cétose. Il y en a d'autres qu'une petite diminution glucidique, elles rentrent en cétose. Comme je vous ai dit, c'est de la biochimie personnalisée. Évidemment que le jeûne ou le fait de ne pas manger peut aider une personne à atteindre un état de cétose. Vous comprenez? Ce sont deux stratégies différentes. Mais, évidemment, le jeûne, mais vous pouvez faire un jeûne sans cétose. Aucune cétose.
Ou vous pouvez faire un jeûne avec cétose. Si vous faites un jeûne avec cétose, vous allez diminuer drastiquement la consommation glucidique et augmenter drastiquement la consommation de graisse. Ou il y a une réadaptation cétogénique aussi, que vous allez augmenter un peu de protéines. Il y a d'autres combinaisons qui peuvent se faire. Mais est-ce que, franchement, est-ce que vous trouvez normal qu'une personne passe le reste de sa vie en train d'augmenter la protéine? Je vous ai donné le vieillissement, qu'à un moment donné, il faut diminuer la consommation de viande, par exemple, n'est-ce pas? De viande rouge. Donc, tout est en équilibre, ok? Moi, je suis plutôt d'aller vers la condition physiologique. Mais le cétose pour l'épilepsie, par exemple, c'est presque prouvé qu'elle est excellente. Et même maladie d'Alzheimer. Il y a un bouquin d'une américaine qu'elle a écrit sur son mari en utilisant la cétose, que selon elle, le mec a stabilisé son Alzheimer. Mais ça, c'est un autre sujet. CrossFit ou HIIT à jeun. Je dis HIIT, High Impact. La question est CrossFit ou HIIT à jeun. Je ne sais pas. Ça, c'est de l'activité physique. Ça va dépendre pour qui, mais l'activité physique à jeun, oui. Alors, si c'est CrossFit ou HIIT, ça va dépendre des objectifs de la personne. N'est-ce pas? Question numéro 8. Les personnes souffrant d'hypothyroïdie peuvent jeûner? Bien sûr. Bien sûr. On va faire quoi? On va augmenter mitochondrie. On va améliorer la production d'ATP. Et c'est exactement ça parce qu'une personne en hypothyroïdie, elle est un métabolisme aux chaussettes. On va améliorer son métabolisme. Donc, oui, oui, oui. Les jeûnes apportent des avantages pour l'endométriose. Écoutez, tous les mécanismes qui sont liés à la résistance à l'insuline, endométriose, c'est un exemple. SOPK, c'est un autre exemple. Absolument, absolument. Et là, peut-être, vous allez me demander, quelle est la meilleure stratégie de jeûne? Le jeûne intermittent, ça, toutes les possibilités de jeûne. Jeûne, c'est l'interruption de apport alimentaire pendant une période de temps, avec ou sans restriction calorique. Mais quand faire, Elisa, un jeûne intermittent avec restriction, sans restriction, avec cétogénèse, comment faire, quoi donner, quoi manger? Ça, c'est un cours de minimum qu'on a de 8 heures. Donc ça, c'est une autre chose. Je n'ai pas le temps de faire un cours ici de 8 heures. Vous comprenez bien, 10 heures, je crois. OK? Mais ne commencez pas par là. Est-ce que vous savez déjà mettre votre patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle? Est-ce que vous connaissez la physiologie hépatique, intestinale, du cerveau? Est-ce que vous connaissez les principaux facteurs de transcription? Est-ce que vous connaissez les protéines qui font partie des protéines de signalisation? Est-ce que vous savez, par exemple, vous connaissez bien le récepteur, comme par exemple couplé à la protéine G, qui sont extrêmement importants? Est-ce que vous connaissez le système entérique? Bien. Est-ce que vous connaissez les systèmes nerveux autonomes? Bien. Avec tous les récepteurs, la proposition de acétylcholine, la proposition d'adrénaline, la question de la surrénale. Est-ce que vous savez comment on produit le cholestérol? Donc, il y a un monde à découvrir. Ne soyez pas désorganisés dans votre quête. Parfois, je vois des personnes ici qui, à la place d'être dans sa formation en train de la travailler, ils sont là. Je ne sais pas. Posez-vous des questions. Et je vais finir aujourd'hui tout simplement en vous rappelant cette image. Qui suis-je? Où je veux aller? Comment je me communique avec le monde? Est-ce que j'écoute
le monde? Est-ce que j'écoute mon patient? Et comment je vais agir? Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'être là. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous prie, est-ce que vous pouvez me faire le like, s'il vous plaît? Like. Vem comigo. Merci. Vem comigo.